Depuis la fin de la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours, la baie des Sept-Îles a abrité des peuples nomades, des pêcheurs téméraires et des gens d'affaires ambitieux. Elle a vu des maisons se dresser modestement sur ses rivages, puis des villages, des villes et la métropole de toute une région du Québec. Elle a vu des industries prendre leur essor, des quais se construire et un petit havre de village se transformer lentement en l'un des plus grands ports océaniques d'Amérique du Nord. Voici la brève histoire portuaire de Sept-Îles. À la fin du 19e siècle, alors que les premières familles de Sept-Îles s'affairent à transformer la baie en un havre de pêche, des hommes d'affaires commencent déjà à tisser le destin industriel du jeune village. La première entreprise qui marque en quelque sorte le début de cette industrialisation n'exploitera pas les conditions avantageuses de la baie, mais plutôt les sables ferrugineux de l'embouchure de la rivière Moisy. Ce sable-là, en fait, c'est le sable noir qu'on remarque sur les plages. Il est très, très riche en fer. Et bien, ça a mené à quelques expériences de développement économique. À cette histoire-là va être mêlée des Américains qui ont fui les États-Unis pendant la guerre d'indépendance. On les surnommait les Raiders, qui avaient été ni plus ni moins que protégés par un policier montréalais qui était sympathisant à la cause des Confédérés. Et en voulant ramener ces Raiders-là en Nouvelle-Écosse par le Saint-Laurent, on fait escale à Moisy. Et un des 4 Raiders a des connaissances assez pointues en minéralogie. On va remarquer cette abondance de sable ferrugineux et on va finir par tester et démontrer qu'il y a moyen d'exploiter ces sables-là. On va fonder une première petite entreprise. On tente d'amorcer les projets en 1867. Il y a un incendie qui détruit les matériaux et là, on repart à zéro. Molson va reprendre les activités à son compte. Il va renommer le projet les mines de Moisy incorporées. Et à l'aide d'un membre de sa famille, William Markland, on va enfin amorcer tout ça. Comment concrètement ça se déroule? Bien, on a nécessité la construction d'un petit village au complet du côté est des forges de Moisy. Les forges de Moisy ont alors une capacité quotidienne de 24 tonnes de fer. Bien que modestes, les activités sidérurgiques se déroulent rondement jusqu'à ce que les tarifs douaniers américains passent de 7 $ à 34,80 $ la tonne. Cette marchandise-là vendue aux États-Unis commence à en agacer certains de l'autre côté de la frontière. Et on va forcer le gouvernement à augmenter les taxes d'introduction de cette marchandise canadienne-là vers les États-Unis, à un point tel que l'industrie, au point de vue rentabilité, a plus sa raison d'être. Donc, autour de 1875, on va mettre fin aux opérations. Une vingtaine d'années après la fermeture des forges à Moisy, des hommes d'affaires de Montréal font construire près de la rivière Au Foin des installations pour l'exploitation de la zoostère, une herbe marine qui pousse en abondance sur la rive nord de la baie des Sept-Îles. La Marine et Compagnie voit le jour. À ce moment-ci, on s'intéresse à une plante qui pousse autour de la baie, qui est la zoostère. C'est une plante de bord de mer qui ressemble un peu à un blé. Et communément, on l'appelle l'herbe à outarde parce que la bernache s'en nourrit. Ces herbes très souples et résistantes seront vendues comme matériaux de rembourrage à des manufactures de meubles. L'entreprise ne se modernisera jamais et cessera ses activités rapidement, à l'instar des forges de Moisy. Ça semble être une entreprise très fragile. On a des témoignages que dès la fin des années 1908-9, l'exploitation aurait cessé. À peu près à la même époque de la fondation de la Marine et Compagnie, des hommes d'affaires de Montréal cherchent l'endroit idéal pour fonder une fabrique d'huile de baleine. On envisage d'abord l'île Quarry, dans l'archipel de Mingan. Mais c'est finalement la rive ouest de la baie des Sept-Îles qui accueillera la Québec Steam Whaling Company. Et arrive cette compagnie-là qui va s'établir sur le côté nord de Pointe-Noire, c'est-à-dire pour les Sept-Îliens de nos jours, juste en dessous de l'Aluminerie Alouette, dans une anse qui s'appelait Sibylle. Et l'entreprise, en quelques mois, va faire appel à des employés sept-îliens pour construire un quai, construire des entrepôts, des logis pour les travailleurs, aménager aussi un espace où on peut accumuler l'huile de baleine.
C'est un boom économique à l'époque, d'employer 30 à 40 personnes de cette île dans un village où il y en a quelques centaines. C'était quelque chose d'important. La construction des installations commence en 1905 et la même année, on commence déjà à capturer les baleines qui nagent en abondance près de l'archipel et dans le golfe. Mais on est à la période beaucoup plus moderne avec des moyens technologiques avancés pour le siècle passé. C'est-à-dire que les baleines vont être pourchassées par des navires à vapeur. Et ces navires-là, ces bateaux-là, ces baleinières, si on veut, sont montés de harpons à tête explosive. À chaque été, on se réinstalle quelque part en mai et juin. Et jusqu'à l'automne, on va pourchasser les baleines au large de cette île, dans la baie. On s'intéresse surtout aux rorquals communs ou aux rorquals bleus. Donc, on s'intéresse aux plus gros spécimens qui soient. Encore une fois, c'est l'huile qui intéresse les entrepreneurs, mais également certains sous-produits. On va récupérer les fanons pour faire des corsets, entre autres. On va récupérer, à certaines occasions, les ossements pour faire de l'engrais. Et selon certaines sources, même la chair de la baleine est transformée pour faire du saucisson. Donc une baleine, à l'époque, avec tous ces sous-produits, pouvait valoir quelque chose comme 1 500 $ par spécimen. Les employés de l'usine travaillent toute la semaine sur le site de Pointe-Noire et ne retrouvent leur famille que le samedi soir pour un congé d'à peine 24 heures. En 1908, malgré une performance commerciale remarquable, la Québec Steam Whaling Company ne renouvelle pas son permis et ses propriétaires procèdent rapidement à sa liquidation. En 1911, pour des raisons plus ou moins connues, c'est une autre compagnie qui relance les opérations. Celle va porter le nom de Canada Steam Whaling. Et à ce moment-ci, ce sont des investisseurs et des entrepreneurs d'origine norvégienne qui débarquent. Ils ont une expertise là-bas depuis des générations. Ils vont l'exporter par ici. On connaît même le nom d'un des capitaines qui gère les opérations, d'un nommé Sorensen, qui a laissé son nom à une rue ici. Donc, peu importe que ce soit une nouvelle gestion, les opérations demeurent les mêmes. Donc, à chaque printemps, on vient recruter des gens à cette île, au village, des hommes de tous âges, qui vont servir soit sur les baleinières, mais surtout sur le dépeçage et le traitement des baleines. En 1914, la Première Guerre mondiale qui vient tout juste d'éclater en Europe force la fermeture temporaire de la Canadian Steam Whaling Company. À l'automne, les propriétaires norvégiens rentrent en Europe par bateau et ne reviendront jamais. Personne ne sait avec certitude ce qui leur est arrivé. Une rumeur accuse un sous-marin allemand qui aurait coulé leur navire, mais il est plus probable qu'on a simplement abandonné l'entreprise, puisque l'huile est alors considérée comme contrebande de guerre. Les installations laissées derrière eux seront récupérées. Des matériaux de toutes sortes vont servir aux gens de cette île pour différentes raisons de construction, etc. Le bois, les équipements aussi. Certains équipements vont être revendus à la Gulf Pulp à Clark City. Ce qui fait que le site va tomber à l'abandon après certaines années. Mais au plan archéologique, l'endroit est encore relativement intact. Malgré la construction de l'aluminerie, cet espace-là a été respecté et il y aurait là un fort potentiel de mise en valeur. J'ai eu la chance de parcourir les ruines du site et puis c'est un espace qui couvre pratiquement la grandeur d'un terrain de football. On voit très bien les ruines des anciens quais, les fondations, les lieux même où on semble avoir traité les ossements pour en faire de l'engrais. Des grandes cuves aussi, probablement, où était accumulée l'huile de baleine. Donc c'est un chapitre de l'histoire industrielle, non seulement de la Côte-Nord, mais du Québec, qui est assez unique. Et puis peut-être qu'un jour, on verra sa mise en valeur. L'entreprise qui a le plus marqué le tournant du 20e siècle à cette île est sans contredit la Gulf Pulp and Paper Company. En 1898, 4 hommes d'affaires de Toronto, les frères Clark, alors propriétaires d'une maison d'édition prestigieuse, cherchent un bon endroit pour construire une usine de pâte à papier. Durant un voyage de reconnaissance sur la Côte-Nord, en août, ils découvrent le potentiel extraordinaire de la rivière Sainte-Marguerite. On a une chute pour permettre la construction d'une petite centrale. On a un plateau bien drainé où aménager l'usine, un village,
Et surtout, à perte de vue au nord, le long de la rivière Sainte-Marguerite, on a un stock de forêt infini. En 1901, les Clark achètent des droits hydroélectriques dans la rivière Sainte-Marguerite, 40 hectares de terrain dans la baie des Sept-Îles, de même que 2050 km² de concessions forestières. Dans les années qui suivent, ils fondent la North Shore Power Railway and Navigation Company et construisent toutes les installations nécessaires, dont le premier chemin de fer de la Côte-Nord, de même que le tout premier quai industriel de cette île, qu'on connaîtra éventuellement sous le nom de quai de Clark City. On va aménager un village, construire un barrage, construire une usine de transformation, construire un petit chemin de fer qui va relier l'usine à la baie de Sept-Îles. Pourquoi? Bien, on ne peut pas approcher l'embouchure de la Sainte-Marguerite en bateau. Ce n'est pas une rivière qui se navigue facilement. Par contre, à vol d'oiseau vers l'est, se trouve la baie de Sept-Îles, où l'eau est très profonde. Donc, on va construire un quai de ce côté-ci de la baie. Les opérations commencent en 1908. Et déjà, on retrouve à Clark City quelques centaines de personnes. Des gens qui vont venir du Bas-Saint-Laurent, d'ailleurs sur la côte, mais aussi un fort contingent des îles de la Madeleine. Même des Européens qui vont se retrouver mêlés aux opérations. En 1908, on fonde officiellement le village de Clark City, où vivent les travailleurs de l'usine et leurs familles. Tous les automnes, les bûcherons arrivent au quai par bateau. On les conduit dans les camps forestiers situés près des rivières Sainte-Marguerite, Manitou et Pigou. En hiver, l'usine prend une pause, car l'énergie produite par le barrage ne suffit pas. Au printemps, on s'occupe de la drave pour emmener le bois au moulin, où l'on transformera les billes en pâte à papier. Les premiers chargements de ce produit quittent le quai de Clark City pour l'Ontario en 1911. La North Shore Power Railway and Navigation Company connaîtra une prospérité croissante. Dans les années 1920, quand la papetière devient la propriété d'une entreprise anglaise propriétaire de journaux, Clark City possède déjà toutes les caractéristiques d'une ville moderne à l'époque. Pendant ces années-là, Clark City est une ville moderne où on retrouve théâtre, hôtel, on retrouve des services, entre autres comme l'électricité, l'eau courante, tandis que les villages avoisinants sont encore à une autre époque. On est encore axé sur l'économie halieutique, la pêche à la morue, etc. Donc Clark va amener non seulement des gens là, mais des gens aussi à cette île. On a besoin de bûcherons l'hiver aussi. Aux origines, on a eu besoin d'une main-d'œuvre importante pour aménager toutes les infrastructures. Ce qui fait que le petit village de cette île, de quelques centaines de personnes, bien, à partir des années 1910-15, va se rapprocher du millier de personnes. Mais encore là, c'est rien comparé au gigantesque boom que la ville va connaître dans les années 50 suite à l'exploitation des gisements de fer de Longava. La Gulf Pulp and Paper Company fera partie du paysage socio-économique de cette île jusqu'au 18 juillet 1967, date à laquelle on annonce sa fermeture. La concurrence croissante de compagnies plus modernes et l'épuisement des réserves de bois autour de la papeterie nécessitent des investissements trop élevés pour assurer la rentabilité de l'entreprise. Suite à la fermeture de l'usine en 1967, bien évidemment que le rythme de vie va diminuer grandement à Clark City. Ça va devenir un quartier intégré à la ville de cette île. Mais bon, l'âge d'or est déjà passé. De nos jours, Clark City, c'est un endroit agréable à vivre sans être trop loin de cette île pour les gens qui y travaillent. On retrouve encore, évidemment, une plage extraordinaire, Val-Marguerite. Le terrain de golf, c'est un endroit aussi qu'on a jalonné de panneaux d'interprétation. Il y a le centre d'interprétation aussi là-bas qui nous raconte l'histoire de Clark, sans oublier une des locomotives qui a servi à l'époque à acheminer la pâte de pulpe vers le quai qui était aménagé dans la baie de cette île. L'entreprise des frères Clark a contribué à la naissance du port de cette île en tant qu'infrastructure stratégique du développement industriel et économique. Son succès a prouvé l'utilité d'une baie protégée en eau profonde sur le Saint-Laurent. Et cette caractéristique distinctive attirera l'attention d'autres investisseurs dans les années 1950. Cette île deviendra alors le théâtre de l'entreprise du siècle qui la propulsera au rang de cité en moins de 10 ans.